Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte La Cité Engloutie et cette semaine on commence les cartes de la classe survivant. Alors pour les cartes survivants, je vais pas les présenter dans leur ordre exactement parce qu'il y a deux séries de cartes qui sont plus logiques à présenter ensemble. C'est le cas par exemple dans cette vidéo-ci. Donc là je vais vous présenter d'abord les trois soutiens et ensuite toutes les synergies qu'ils ont en commun. Voilà. Donc la première carte c'est la chaîne d'amarrage, un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outils. Tant que la chaîne d'amarrage est dans votre main, vous avez le droit d'effectuer la capacité d'action ci-dessous. Si vous le faites, défaussez la chaîne d'amarrage au lieu de l'incliner. Action, incliner la chaîne d'amarrage, échapper à. Vous gagnez plus en agilité pour cette tentative d'évasion. Si vous échappez avec succès à un ennemi non élite, vous avez le droit de défausser une carte de votre main pour empêcher cet ennemi de se redresser lors de la prochaine phase d'entretien. Donc ça, c'est le soutien d'évasion. Ensuite, on a le soutien de combat. Et c'est tout pareil, alors je vérifie quand même. C'est tout pareil, sauf évidemment que c'est mot-clé combattre, que vous gagnez plus en force, et en cas de réussite, défausser une carte, ça vous permet d'infliger plus un dégât. Et enfin, le soutien d'enquête, c'est tout pareil, sauf évidemment que vous avez plus en intelligence, et défausser une carte, ça vous permet d'avoir un indice supplémentaire. Alors, déjà, ah oui, et il a celui d'évasion c'est objet, outil comme trait, celui de combat c'est objet, arme, outil et corps à corps, et celui d'enquête c'est objet, livre et outil. Donc déjà, c'est des objets, ça se tuteur avec un sac à dos, ça peut se mettre en jeu lors de son premier tour avec bien équipé, ça se paye avec le catalogue de chez Schaffner, et ça se remonte dans sa main avec récup si on réussit une enquête avec une différence de 2 ou plus. Voilà. En tant qu'outil, ça peut s'attacher à la ceinture porte-outil. Voilà. Ceinture porte-outil, ça c'est neutre, ça coûte 2, ça occupe un emplacement de corps. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Bien, je viens de voir un truc sur la terrasse. Je disais donc, action rapide, incliner la ceinture porte-outil, choisissez une option, attache à la ceinture porte-outil un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu, échangez un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché ou détachez un soutien attaché. Donc la ceinture porte-outil vous permet d'intervertir les outils, un outil utilisable avec un outil non utilisable, pour avoir sous la main l'outil qu'il vous faut. Et là, vous avez 3 outils qui font l'évasion, le combat et l'enquête. Donc vous pouvez avoir les 3 en jeu grâce à la ceinture porte-outils. Avec subvention de recherche, une carte chercheur de niveau 2 qui est dans ce cycle, limite de 1 par investigateur, vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens outils et ou sciences. Donc une autre carte qui vous permet d'avoir les 3 en jeu simultanément. Wilson Richards, le gardien du cycle précédent, il a accès à toutes les cartes outils, et quand il fait un test de compétence avec un soutien outil, il a plus 1 de valeur de compétence. Donc il peut utiliser les 3, il peut mettre les 3 dans son deck, et il peut utiliser les 3 avec un plus 1 additionnel. Et Kate Winthrop, non, elle n'y a pas accès. Alors concrètement, ces 3 cartes-là, déjà un truc intéressant, c'est qu'elles sont jouables depuis la main. Alors c'est particulièrement intéressant pour les soutiens d'évasion et de combat. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas d'ennemis à combattre, on joue pas la carte, on la garde en main, et si on a à tout prix besoin d'échapper à un ennemi ou de combattre un ennemi, on peut jouer la carte depuis sa main. Quand j'ai dit jouer, je sais plus,
Pardon, je veux dire utiliser, et puis tel que c'est formulé, vous utilisez sa capacité d'action, vous n'avez pas besoin de payer la carte. Donc au lieu de jouer une chaîne d'amarrage pour 3 ressources, vous la gardez dans votre main. Quand vous en avez besoin, vous dites « je défausse pour utiliser cette capacité d'évasion ». Voilà. Par contre, quand vous utilisez l'exemplaire... Ah oui, et évidemment, une fois que vous en avez un exemplaire en jeu, vous pouvez choisir d'utiliser l'exemplaire de votre main et de le défausser. Vous n'allez pas forcément le garder en main. Et ça peut aussi vous servir parce que quand même, l'exemplaire qui est en jeu, pour l'utiliser, vous devez l'incliner. Donc je prends l'exemple de la chaîne d'amarrage, vous voulez échapper à un ennemi, faut incliner, et pour l'ennemi suivant, vous n'avez plus la chaîne d'amarrage et son bonus de +1. Mais vous pouvez, première action, vous utilisez l'exemplaire qui est en jeu, deuxième action, vous défaussez celui qui est dans votre main. Voilà. Point intéressant. On fait le test, on regarde si on réussit ou pas, et c'est une fois qu'on sait qu'on a réussi qu'on peut défausser une carte. Donc, on va dire le coût additionnel pour l'effet additionnel, on ne le paie que lorsqu'on sait qu'on a besoin de le payer. C'est un point intéressant. Et donc ce coût additionnel, c'est de la défausse. Mais les survivants ont quand même plein de cartes qui jouent avec la défausse. Et typiquement, je veux dire notamment, on va avoir les cartes qui se jouent depuis la défausse. Par exemple, le bouclier improvisé. Voilà, vous ne pouvez le jouer que depuis votre défausse. Donc vous l'avez en main, vous enquêtez avec relevé nautique, vous dites je veux un deuxième indice, bon ben je défausse le bouclier improvisé, et maintenant qu'il est dans votre défausse, vous pouvez le jouer. Découverte fortuite, ça coûte X, X c'est le nombre d'autres exemplaires dans votre... le nombre d'exemplaires dans votre pile de défausse, vous enquêtez à plus X, et vous trouvez X indices supplémentaires. Le premier exemplaire, vous ne voulez pas le jouer depuis votre main, vous voulez le défausser. Et on a bien évidemment barrière improvisée, arme improvisée et faire avec les moyens du bord. Parce que si vous avez un investigateur polyvalent, mettons vous jouez en solo, vous voulez pouvoir combattre, pour pouvoir échapper et pouvoir enquêter, et ben vous allez probablement avoir ces 3 cartes-là. Vous jouez en solo, vous aurez besoin de faire qu'une seule évasion par tour. Si elle est réussie, ça devrait suffire quand même. Si vous êtes en solo, utilisez une seule fois par tour l'outil d'enquête, ça devrait suffire, voilà. Mais si vous êtes plus spécialisé, eh ben le paiement de l'effet bonus sur l'évasion, tant qu'à faire, autant défausser une barrière improvisée. Comme ça, maintenant elle est dans votre défausse, vous pouvez la jouer dans votre défausse pour avoir l'effet bonus lié au fait de l'avoir joué depuis votre défausse. Pareil pour le soutien de combat, vous défaussez une arme improvisée, et maintenant vous avez l'arme improvisée, vous jouez pour la première fois l'arme improvisée depuis votre défausse, c'est-à-dire que vous avez le +1 dégâts. Et donc, la combinaison de... Alors je ne me souviens jamais comment elle s'appelle... Le crochet à main. Voilà, la combinaison du crochet à main plus l'arme improvisée. Première action de mon tour, je combats, si je réussis, je défausse arme improvisée pour faire un deuxième dégât. Puis ensuite je joue l'arme improvisée depuis ma défausse, si je réussis mon test, j'ai fait 4 dégâts en 2 actions. Voilà. Et pareil pour faire avec les moyens du bord, relevé nautique pour avoir 2 indices, puis faire avec les moyens du bord pour avoir 2 indices. Oui, les bonus. Les bonus pour chacune des armes, pour l'évasion, c'est l'effet d'un se faufiler. C'est-à-dire que l'ennemi ne se redresse pas. Et ben ça veut dire que vous avez un round de plus sans avoir à gérer cet ennemi. Ce qui est très intéressant parce que le problème de l'évasion, c'est que vous dépensez une action pour échapper à un ennemi, mais cet ennemi il est toujours là, et si vous ne vous éloignez pas assez vite, eh ben il va finir par vous réengager, vous attaquer, ou alors tout simplement vous avez besoin de rester longtemps dans ce lieu, donc vous lui échappez, vous faites vos enquêtes, on va dire, phase d'entretien, il vous réengage, faut lui rééchapper,
et au bout d'un moment, pour un ennemi, vous avez dépensé beaucoup d'actions. Alors que s'il se redresse pas, première action de votre tour, évasion, ensuite vous avez 2 actions pour faire ce que vous avez à faire dans le lieu, round suivant, 2 actions pour faire ce que vous voulez faire dans le lieu, dernière action, vous sortez du lieu. Donc c'est du gain d'action, hein, vous avez une évasion de moins à faire contre cet ennemi. L'effet du crochet à main, c'est un coup vicieux, voilà. Un dégât de plus. Je sais pas trop que dire. Voilà, moi je le mentionne. Pour le combat, je m'attends quand même à ce que à peu près toutes mes attaques fassent les dégâts 2 par 2. Soit vraiment si je suis en début de campagne ou si mon arme a quelque chose de très spécifique. Par exemple, si c'est la lame enchantée et que je l'ai dans mon deck parce que c'est une arme relique qui blesse certains ennemis que je ne peux pas blesser autrement. Et pour relevé nautique, c'est l'effet d'une déduction, un indice de plus, donc j'ai une enquête de moins à faire, c'est encore du gain d'action. Voilà. Alors, ces 3 cartes-là, je vais y arriver, ces 3 cartes-là, pour avoir leur effet bonus, il faut défausser une carte de la main. Donc il faut avoir la carte en main, donc il faut la piocher. Donc je pense que quand on a ces cartes-là comme... Enfin, comment dire ? Quand on veut utiliser régulièrement ces cartes-là, il faut prévoir de la pioche. Voilà. Faut que j'arrête de dire typiquement. On peut penser par exemple à partir perdant. Il y a un test, soit que vous n'avez aucune chance de réussir, soit pour lequel l'échec n'est pas un problème. Vous augmentez sa difficulté de 2 pour piocher une carte. Et tant que vous y êtes, si vous êtes sûr de perdre, vous attribuez comme compétence à ce test garder courage. En cas d'échec, vous piochez 2 cartes et vous gagnez 2 ressources. Voilà. Il y a aussi tout simplement les compétences neutres de la boîte de base. C'est-à-dire donc cran, perception, maîtrise et dextérité. Ou alors l'événement plus rien à perdre, événement gratuit, niveau 3. Si vous avez moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5. Retirez plus rien à perdre de la partie. Donc voilà, à force de défausser des cartes pour votre soutien, et vous n'en avez plus, voilà. Et en une action, vous repiochez jusqu'à 5 cartes, et vous gagnez jusqu'à 5 ressources. Et puis un truc à noter, dans cette boîte, il y a dernière chance de niveau 3, une compétence qui a 6 icônes libres, qu'on ne peut attribuer un test que si on n'attribue rien d'autre à ce test. Cette compétence perd un icône libre par autre carte dans sa main. Donc pour qu'elle ait réellement ces 6 icônes, il faut qu'on n'ait pas d'autres cartes en main. Mais si vous réussissez le test auquel vous attribuez cette carte, vous piochez 2 cartes. Voilà. Alors encore un truc, j'ai peut-être pas insisté. Si vous faites un deck spécialisé, probablement cette carte-là ne peut pas suffire. Si vous faites un deck spécialisé en évasion, vous ne pouvez pas vous contenter de la chaîne d'amarrage parce qu'elle vous permet de faire seulement une évasion. Enfin, elle vous booste seulement une évasion par round. Pareil, crochet à la main, ça vous permet de combattre avec cette carte-là seulement une fois par round. Donc, seulement une occasion de faire 2 dégâts en une action, et ensuite, faut trouver autre chose. Donc voilà, point à considérer. Par contre, ça peut être un soutien de ce rôle-là secondaire. Par exemple, couperet comme arme principale et crochet à main comme arme secondaire. Et finalement, donc ces 3 soutiens, pour qui ça va être intéressant ? Ça peut être intéressant pour potentiellement tous ceux qui peuvent les prendre, mais j'ai noté comme investigateur particulièrement intéressé Wendy Adams. Alors, Wendy Adams pour son amulette. Une fois que vous avez l'amulette en jeu, vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse comme si elle était devant votre main forcée.
Après que vous avez joué un événement ou défaussé un événement qui était en jeu, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défausse. Donc vous avez votre soutien, mettons relevé nautique. Vous faites une enquête. Alors, donc 3 de base. Pour rappel, vous pouvez défausser une carte pour remplacer le pion du chaos par un autre pion. Donc vous faites votre enquête avec relevé nautique, c'est réussi. Vous défaussez un événement de votre main pour gagner un deuxième indice. Et maintenant, cet événement que vous venez de défausser, c'est l'événement... Pardon. Assez logiquement, c'est l'événement le plus proche du sommet de votre pile de défausse. Vu que c'est la carte du dessus de votre pile de défausse, et ben vous pouvez le jouer. Voilà. Alors on peut penser à Minty-Fan, elle a accès aux cartes survivantes jusqu'au niveau 2. Bon. Donc elle a accès aux 3. A priori elle serait plus intéressée par le relevé nautique. Elle peut avoir accès à récup, donc si par exemple elle utilise relevé nautique depuis sa main, elle peut le récupérer dans sa défausse, et puis tout bêtement, en tant que chercheur, elle a accès à plein de cartes qui font de la pioche. Donc elle pioche beaucoup, elle a sa carte signature, voilà, après avoir attribué exactement une carte, un test de compétence, incliné esprit analytique, piocher une carte, elle va beaucoup piocher, donc elle peut compenser largement toutes les cartes qu'elle défausse à relevé nautique. Elle enquête avec relevé nautique, elle attribue perception, elle incline esprit analytique, elle pioche une carte, elle tire son pion, c'est réussi grâce à perception, elle pioche une deuxième carte, elle défausse faire avec les moyens du bord, et donc elle a trouvé 2 indices, elle a pioché 2 cartes, et maintenant elle peut jouer faire avec les moyens du bord depuis sa défausse. Alors il y a aussi Marion Tavares. Alors Marion Tavares, sa réaction c'est, après que vous avez joué un événement lors de votre tour, piochez une carte, ensuite vous avez le droit de jouer un événement différent, limite d'une fois par round. Donc si on la joue bien, à chaque round on joue au moins un événement, et donc à chaque round on pioche une carte supplémentaire. Elle a accès à jusqu'à 5 autres cartes survivantes de niveau 0, donc elle peut avoir accès au soutien. Alors, vu qu'elle n'a qu'un emplacement de main, a priori on va pas vouloir lui donner les 3, mais si on la spécialise dans un domaine, a priori le combat, on lui donne le soutien de combat ou d'autres choses, et elle peut choisir comme trait improvisé, et dans ce cas-là elle a accès aux événements avec ce trait-là jusqu'au niveau 2, donc elle a accès à tous les événements improvisés, armes improvisées, barrières improvisées et faire avec les moyens du bord. Et donc elle a accès aux événements improvisés qui peuvent se jouer depuis la défausse. Donc, phase d'entretien, mettons qu'elle pioche. Voilà, début de la phase d'entretien, elle a plus de cartes en main. Ensuite, elle pioche sa carte normale, c'est un des événements improvisés. Round suivant, elle doit combattre. Eh bien, première action, elle combat avec le crochet à main. Elle défausse l'arme improvisée. De nouveau, elle a plus de cartes en main. Deuxième action, elle joue arme improvisée depuis sa défausse. Donc après, elle remélange dans son deck. Et comme elle a joué un événement, elle va piocher une carte. Et si c'est un événement, elle peut immédiatement le jouer. Donc elle pioche plus vite et elle remplace l'événement qu'elle défausse. Et si c'est un événement improvisé, elle le joue juste après l'avoir défaussé. Et combo FFG, comme on dit, voilà la carte prêt à tout, et elle est représentée sur l'illustration, un événement qui fait piocher une carte, 2 cartes à la place si on a pioché un ennemi à ce round. Ça doit être joué comme première action, voilà. Ensuite, soigner une horreur, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc si vous faites un deck Marion Tavares de combat, phase du mid, vous piochez un ennemi, première action de votre tour, vous jouez prêt à tout, vous piochez 2 cartes, vous soignez une horreur, ok. Deuxième action, combat avec le crochet à main, vous défaussez
arme improvisée. Ah oui, pardon, et après avoir joué prêt à tout, vous repiochez une carte. Donc phase d'entretien, vous êtes à 0 carte, vous piochez prêt à tout, vous avez une carte en main. Début de votre tour, vous jouez cette carte, vous en avez plus en main. Vous piochez 2 cartes, et grâce à la réaction, vous piochez une 3e carte. Vous jouez une arme improvisée qui était dans votre défausse. Voilà. Et dernière action de votre tour, vous combattez avec le crochet à main, vous défaussez une carte de votre main, vous avez quand même 2 cartes pour les prochaines utilisations du crochet à main. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je ne pense pas. Donc le bilan un peu global, c'est très bon. Chaîne d'amarrage, crochet à main et relevé nautique, c'est vraiment très bon. Alors, ça peut pas être, selon moi, le seul soutien qu'on met dans son deck pour remplir ce rôle-là, sauf si on joue un investigateur solo polyvalent. Je pense par exemple à Ashcan Pete. Comme il a Duke qui lui fait du combat, qui lui fait de l'enquête, et Duke plus relevé nautique plus crochet à main, a priori en solo, ça permet, si tout se passe bien, en un round de faire 4 dégâts, ou de trouver 3 indices, c'est suffisant pour du solo. Mais dans un deck spécialisé en duo, trio, quatuor, il faudra prévoir autre chose. Mais tant qu'on a la pioche pour assurer d'avoir les cartes en main à défausser, voilà, on met dans son deck des cartes jouables depuis la défausse, on met des cartes jouables depuis la défausse, on prend aussi un investigateur qui peut-être a une autre mécanique de défausse, encore une fois Ashcan Pete, comme ça, tant qu'il n'a pas son crochet à main, il peut quand même défausser pour redresser Duke, donc il a une autre mécanique pour avoir ses cartes jouables depuis la défausse dans sa défausse, et voilà, vous faites... je crois que je l'avais dit dans ma vidéo de présentation du cycle, on a des cartes survivants dans cette boîte-là, on a un certain nombre de cartes survivants qui jouent avec la défausse. Des cartes qui font défausser, des cartes des cartes qu'on veut jouer depuis la défausse, ou des cartes qui donnent un avantage si on défausse. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Voilà, j'en parlerai prochaine vidéo. Lawrence Carlyle, vous défaussez une carte de votre main, vous gagnez une ressource, et justement, les 3 événements improvisés, que je les retrouve, une ressource, une ressource, une ressource, donc votre soutien défausse votre événement, Lawrence Carlyle vous donne la ressource, cette ressource vous la dépensez pour jouer l'événement. Voilà, si vous faites un deck caché son jeu qui joue depuis la défausse, voilà, vous avez votre combo. Et on a, je sais plus où, réserve abondante, voilà, vous défaussez une carte de votre main, vous mettez une provision sur réserve abondante, et en défaussant réserve abondante, vous récupérez les ressources, voilà. Donc, si la défausse est au cœur de votre deck, ces 3 soutiens-là sont géniaux. Si la défausse n'est pas au cœur de votre deck, il y a quand même plein d'autres trucs probablement plus intéressants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, je ne sais plus lesquels c'est. Ah oui, dans la prochaine, ce sont les 2 événements qui font défausser une carte depuis le jeu. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.